Andrine Nicole Anderson est une belle jeune femme, née le 23 septembre 1989 à Portland, Jamaïque, dans une famille modeste. Ses parents sont Paul Anderson et Hyacinthe Ferron. Elle a une sœur, Cindy. Pour tous, et surtout pour Andrine, le rêve du succès, c'est les États-Unis. Et son rêve devient réalité quand en mai 2009, à 19 ans, elle rencontre André McDonald, la trentaine, lui aussi jamaïcain mais vivant en Floride, et rentré chez lui pour assister à des funérailles, où elle est présente également. Et la jeune femme n'hésite pas à tout laisser derrière elle pour le suivre. Puis, les deux tourtereaux se marient 3 mois après leur rencontre, en juillet. Ils s'établissent en Floride dans un premier temps, André étant major analyste de la cyberguerre dans l'Air Force, et à l'époque, stationné là-bas. Un an plus tard, en 2010, le couple déménage au Texas, car André est muté à la base aérienne de Lackland, à San Antonio. Ils accueillent bientôt leur fille, Aleina, en avril 2011. À tout juste 22 ans, Andrine rêve en grand. Elle crée une entreprise de résidence-service pour seniors appelée Starlight Homes, financée par André. D'après un ami du couple, les fonds proviennent uniquement d'André, qui a liquidé son assurance vie et a vendu sa BMW pour soutenir les rêves de son épouse. Mais la réussite de l'entreprise, c'est grâce à Andrine. Battante, travailleuse acharnée, elle a commencé toute seule à domicile et en 7 ans, sa petite start-up s'est transformée en une entreprise multimillionnaire. Andrine est inarrêtable. Habituée à se lever tous les matins à 5h30 pour faire son sport, la businesswoman arrive toujours en avance au bureau et est une mère douce et attentionnée, ainsi qu'une épouse dévouée. Elle devient peu à peu une figure montante de la ville de San Antonio. Provenant d'une famille modeste, elle n'oublie pourtant pas d'où elle vient et se rend régulièrement disponible pour aider les gens dans le besoin, notamment en cuisinant chez elle et en distribuant de la nourriture et de l'eau dans la rue. Connue pour son sens des responsabilités et son dévouement envers sa famille et son entreprise, personne ne comprend quand ce matin-là, le 1er mars 2019, Andrine, sans prévenir, ne se présente pas au bureau. Ses employés appellent la salle de sport, son premier arrêt habituel de la journée, et quand ils apprennent qu'elle ne s'y est jamais présentée non plus, la sonnette d'alarme retentit. Ils essayent de l'appeler mais Andrine ne répond pas. À court d'idées, ils se tournent vers sa meilleure amie, Carole Gambard, pour lui expliquer la situation. Carole a vu Andrine la veille au soir, et son amie était normale, elle n'a pas mentionné un planning différent pour le lendemain, donc Carole ne comprend pas. Elle aussi tente de joindre Andrine, et André aussi d'ailleurs, mais après des dizaines d'appels sans réponse, elle se décide finalement à se rendre à leur domicile. Elle parvient à rentrer dans la maison de son amie et remarque rapidement que quelque chose ne va pas. Elle fait le tour, appelle Andrine, vérifie toutes les pièces. Personne. Mais le sac à main d'Andrine est sur le comptoir de la cuisine, avec les clés de sa maison, mais son portable est introuvable. Sa voiture est garée dans le garage. À part cela, la maison n'est pas en désordre. Tout semble à sa place. Malheureusement, ce qu'elle trouve dans la salle de bain de la chambre parentale la terrifie. Il y a un cheveu et du sang sur l'interrupteur et sur une partie de la porte. Sous le choc, Carole appelle la police. Les enquêteurs arrivent rapidement sur place. Naturellement, ils contactent le mari d'Andrine, qui se décide finalement à répondre. Il leur dit qu'il arrive. Quand il est enfin là, les enquêteurs lui posent quelques questions, persuadés qu'André aura les réponses. Mais il dit que la dernière fois qu'il a vu sa femme, c'était la nuit précédente. Il raconte qu'il venait de rentrer de leur rendez-vous de déclaration de revenus et qu'il s'était mal passé, car apparemment, Andrine aurait entamé des démarches pour ouvrir un business rien qu'à elle, sans le consulter. Ils se seraient disputés en rentrant chez eux, auraient même parlé de divorce, et avant que la situation ne dégénère, André serait parti prendre de l'essence pour se calmer. Quand il est rentré et qu'il n'a pas vu Andrine dans la maison, il pensait qu'elle dormait dans une autre pièce. Il dit qu'il n'a aucune idée d'où peut bien se trouver son épouse. Qu'elle a dû prendre ses affaires et partir, énervée. Ou bien que, souffrant régulièrement de migraines, elle ne soit partie à l'hôpital.
Ni une ni deux, il prend sa voiture et quitte son domicile, sous les yeux des enquêteurs. Quand il revient chez lui, il leur dit qu'Andrine est bien à l'hôpital. Carol demande « Tu l'as vue? Elle va bien ?» Mais curieusement, André n'est pas allé voir sa femme. Il dit qu'il a dû se dépêcher de rentrer car il avait oublié son portable et qu'il voulait vite prévenir sa belle famille. Mais les policiers ont un doute. Ils appellent l'hôpital qui leur confirme que ce n'est pas Andrine McDonald, mais une autre personne du nom de McDonald. Découverte troublante, dans la cour du jardin, normalement joliment aménagée, ils trouvent quelque chose de très inhabituel. Un petit tas noir de quelque chose qui a brûlé, mais surtout le bout de la fermeture éclair de ce qui semblerait être la veste d'Andrine. Ce soir-là, une unité médico-légale examine les taches dans la salle de bain et confirme qu'il s'agit bien de sang. Quoi qu'il en soit, une enquête pour disparition inquiétante est ouverte. Ce qui préoccupe surtout les proches d'Andrine, c'est que jamais elle ne disparaîtrait de son plein gré. Jamais elle n'abandonnerait sa fille qu'elle aime plus que tout et qui est le centre de sa vie. Et ce qu'André n'a pas mentionné, ce sont les SMS qu'Andrine et lui se sont envoyés quand il était à la station d'essence, qui révèlent un mariage tourmenté, avec notamment des allégations d'infidélité. Aubin Hall est un homme d'affaires vivant à Port Antonio, en Jamaïque. C'est l'ex-petit ami d'Andrine. Ils sont sortis ensemble quand ils étaient adolescents et il serait aussi potentiellement son amant actuel. Interrogée, une amie proche d'Andrine raconte qu'en effet, ils auraient ravivé leur histoire d'amour en 2017 lors d'un voyage philanthropique d'Andrine sur son île natale. Ils auraient poursuivi leur liaison en secret jusqu'à l'été 2018 lorsqu'Andrine s'est faite faire 2 nouveaux tatouages. Un A tatoué sur sa main et une date tatouée sur son poignet. Le A peut s'expliquer, c'est l'initiale d'Aubin, oui, mais aussi celle de sa fille, Aleina. Mais la date, c'est la date de naissance d'Aubin. Mais ça, André l'ignore, pour le moment. Quand il les a remarqués, il est devenu méfiant, à juste titre. Il voulait découvrir ce que ces tatouages signifiaient, Andrine ne lui donnant pas de réponse claire. C'est sur les réseaux sociaux qu'André découvre finalement le poteau rose. Il tombe sur un selfie d'Aubin, portant exactement le même tatouage qu'Andrine, l'initiale A. André est fou de rage. Il menace de divorcer, exige d'Andrine qu'elle arrête cette liaison, qu'elle couvre ses tatouages et qu'elle n'aille plus jamais en Jamaïque sans lui. Andrine a joué le jeu. Elle a dissimulé ses tatouages. Elle ne voulait pas perdre la moitié de tout ce pourquoi elle avait travaillé si dur. Revenons au jour de la disparition d'Andrine, le 1er mars. Les enquêteurs, ne parvenant pas à localiser le téléphone portable d'Andrine, vérifient si ses cartes de crédit ou son passeport ont été utilisées. Mais c'est une impasse. Une chose est sûre, André devient un suspect dans la disparition de sa femme. D'ailleurs, le même jour, il arrête de répondre aux questions et prend un avocat. À 2h de l'après-midi le lendemain, un enquêteur undercover chargé de surveiller la maison McDonald remarque que le garage est endommagé et qu'André est en train de reculer dans son allée. Il décide de le suivre discrètement jusqu'à un magasin d'armes où il achète un 9 mm. Des renforts sont appelés. Mais quand André sort du magasin et retourne à sa voiture, il est cueilli par des policiers armés. Ils le remettent aux autorités militaires pour une évaluation mentale. Pendant ce temps, les enquêteurs sont retournés chez les McDonald avec un mandat de perquisition et vérifient la voiture d'Andrine. Dans le coffre, ils font une découverte qui les laisse pantois. Ils découvrent une pelle, une hache, une hachette, de grands sacs poubelles robustes, des gants et 2 bidons d'essence. Et ça ne s'arrête pas là. Dans la poubelle de la cuisine, ils trouvent un ticket de caisse du magasin Lois, un genre de Castorama, ticket retrouvé déchiré en morceaux. Les policiers obtiennent les images de surveillance du magasin et confirment qu'André est bien celui qui a acheté tous ces articles, le lendemain de la disparition de sa femme.
Évidemment, c'est un gigantesque red flag pour l'homme qui est dorénavant suspecté de vouloir se débarrasser du corps d'Andrine. Mais la preuve la plus accablante de toutes, elle est retrouvée dans un coin du garage, dans une grande poubelle. Un marteau et des vêtements ensanglantés appartenant à André. Le marteau est envoyé pour analyse et il est vite confirmé que le sang qu'il y a dessus appartient à Andrine. Les enquêteurs supposent qu'il s'agit de l'arme du crime. Le problème, c'est qu'Andrine n'a pas été retrouvée, donc techniquement, personne ne peut affirmer qu'il s'agit bien d'un meurtre, même si les preuves sont accablantes. Le 3 mars 2019, la Air Force conclut son évaluation sur André et le libère. Sans attendre, André est placé en état d'arrestation. Pas pour meurtre donc, mais pour falsification de preuves, basée sur ce reçu déchiré retrouvé dans la maison et sur les articles qu'il a achetés au magasin de bricolage. La décision d'André de cesser de coopérer avec les détectives ajoute au sentiment de choc, de confusion et de suspicion des proches du couple. Les enquêteurs le comprennent vite, il n'y aura aucun moyen de briser l'homme de 40 ans et de lui faire raconter ce qu'il s'est passé. Peu de temps après, la communauté de San Antonio, ainsi que sa famille et ses amis, sont venus en masse à la recherche d'Andrine, y compris une équipe de recherche bénévole formée par l'ancien aviateur de l'armée de l'air, Bobby Green. Alors que les recherches se poursuivent, André McDonald est libéré sous caution. En l'absence de sa femme, André reprend la direction de leur société Starlight Homes. Les recherches se poursuivent en l'absence d'André. Mais malgré tout, Andrine n'est pas retrouvée. Les mois passent et les espoirs s'amenuisent. Les enquêteurs creusent plus profondément dans la relation des époux McDonald et s'aperçoivent finalement qu'il y avait beaucoup de rancœur et de tension. Les époux se tirent la bourre sur qui est à l'initiative du succès de l'entreprise. Dans un SMS, Andrine dit à André « Starlight Homes est mon idée, mon rêve, et cela ne serait jamais arrivé sans mon dynamisme. » À l'époque, un ami d'Andrine, Andrew Russell, s'inquiète du potentiel de violence. Il raconte avoir reçu des messages d'Andrine qui disaient « Quelqu'un va finir par vriller ». Toujours d'après Andrew, la guerre des mots serait devenue physique la veille de Noël 2018, où les époux en sont venus aux mains. Altercation dont a été témoin l'homme. Il raconte qu'il est rentré dans la cuisine et qu'il a trouvé André et Andrine au sol, en pleine lutte. Il les a séparés et remis sur leurs pieds. Le lendemain, Andrew raconte que le couple en riait, mais lui, pas du tout. Il dit que depuis ce jour-là, la relation entre les deux était devenue toxique. 2 mois plus tard, Andrine disparaît. J'en profite pour vous demander, si vous appréciez mon travail, d'envisager de vous abonner et de laisser un petit j'aime et un commentaire. Ça m'aide beaucoup, alors merci. Dans la soirée du 11 juillet 2019, 5 mois après que la mère de famille se soit volatilisée, l'affaire connaît une avancée majeure. Des restes squelettiques sont retrouvés dans le champ d'un agriculteur à seulement 6 km de la maison des McDonald. C'est le fermier qui est tombé sur un crâne humain alors qu'il avait sorti son tracteur pour récupérer un crâne de vache, repéré le long de la limite forestière de sa propriété. Il est rapidement déterminé que les restes humains appartiennent à Andrine McDonald. Moins de 48 heures plus tard, son mari André est arrêté et accusé du meurtre de sa femme. La famille d'Andrine a attendu la justice pendant 4 ans. Néanmoins, l'accusation sera confrontée à une bataille difficile lors du procès. Malgré les preuves trouvées au domicile des McDonald, notamment le marteau et le sang, l'accusation n'a pas pu dire avec certitude comment Andrine est morte. Quand ils l'ont retrouvée, le corps d'Andrine était à l'état de squelette, après avoir été exposé aux éléments en plein champ durant 5 mois. Le légiste n'a donc pas été en mesure de déterminer avec précision la cause exacte de la mort de la jeune femme, même s'il précise qu'il s'agit néanmoins d'un traumatisme contondant. De son côté, durant toutes ces années, André, libre, est resté silencieux, mais c'est à quelques jours de l'ouverture du procès, prévu le 17 janvier 2023, qu'il se décide à parler. Il raconte enfin à sa mère que la mort d'Andrine était un accident.
Le procès commence. André plaide non coupable. On parle du mobile qu'aurait pu avoir André à tuer sa femme. Selon l'accusation, c'est en grande partie parce qu'il se sentait émasculé. Sa femme Andrine était une étoile montante, elle réussissait tout ce qu'elle entreprenait, elle contrôlait son entreprise et l'avait menée au succès. Et André était peut-être jaloux ? Mais la défense nie, je cite, « André est major dans l'Air Force. Je veux dire, il a incroyablement réussi lui aussi. » L'accusation appelle à la barre 33 témoins. Il faut 6 jours de procès pour entendre et questionner tout le monde. Tous se souviennent d'Andrine comme une jeune femme douce et ambitieuse. Autour de la défense qui appelle à la barre son seul et unique témoin, André McDonald lui-même. Il décrit la soirée du 28 février 2019. Alors que le couple se trouvait au bureau des déclarations de revenus, il a découvert qu'Andrine avait démarré une nouvelle entreprise 1 an plus tôt, à son insu. What did that signify to you? Basically, that meant to me pretty much that she was robbing me. Après une vive dispute ce soir-là, André dit qu'il a quitté la maison pour prendre l'air et qu'il s'est arrêté dans une station-service. André dit qu'ils ont continué leur dispute par SMS et qu'à son retour chez lui, il a évoqué la possibilité d'un divorce et de diviser leur entreprise en 2. Et qu'à ce moment-là, Andrine est entrée dans une colère noire et qu'elle est devenue menaçante physiquement. So when she comes into the room, I turn around and she comes like right up in my face. So at that moment, she spits in my face. So at that point, I grabbed her, because she's like right in front of me, so I grabbed her head. I think we had like a clash of heads, and I think it opened up like a cut somewhere on her face. André raconte qu'Andrine a couru dans la salle de bain et a allumé les lumières, d'où le sang sur la porte et l'interrupteur. Quand Andrine a vu son visage ensanglanté dans le miroir, André prétend qu'elle l'a attaqué. When she comes, she's like throwing like some punches, so I'm trying to like duck down and like keep my face from getting hit with the blows. I remember like grabbing her and like tripping her, and then she like falls, and that's when I kick her like twice. The second kick, I think I heard like some type of wheezing, and then also like in the background I could hear like some footsteps. C'est leur fille, Aleina. André dit qu'il est parti remettre Aleina au lit et qu'à son retour environ 30 minutes plus tard, sa femme était morte. En contre-interrogatoire, le procureur lui demande si appeler le 911 lui a au moins traversé l'esprit. I never thought about calling anybody to revive a dead person. My purpose at that point was simply to get her out of the house so that my 7-year-old daughter wouldn't see her mother laying on the floor dead. André déclare ensuite qu'il a déposé le corps d'Andrine dans le champ, l'a déshabillée et est rentré chez lui pour brûler ses vêtements, ce qui a laissé ce tas de brûlures dans la cour du jardin. Mais qu'en est-il du sang d'Andrine sur le marteau jaune ? À première vue, les preuves ne correspondent pas au récit d'André sur un accident. En effet, le légiste a déclaré que les restes squelettiques d'Andrine présentaient de graves blessures résultant d'un coup porté par un objet contondant. Elle avait une fracture de la moelle épinière, une côte cassée et une mâchoire fendue. Mais André a une explication. Il explique que lorsque les enquêteurs ont eu fini de fouiller son domicile, il est retourné dans le champ, avant l'aube, en colère et armé du marteau jaune, d'un bidon d'essence et d'un plan. Il raconte qu'il n'avait qu'une seule envie, frapper la personne responsable de toute cette situation. Pour lui, tout, absolument tout, est de la faute d'Andrine. Puis, il dit qu'il a mis le feu à son corps. André raconte que c'est lorsque les flammes se sont calmées qu'il a attaqué le cadavre de sa femme avec le marteau jaune. Après ce témoignage macabre, la défense s'est acharnée à convaincre le jury que ce qu'a fait André, c'était uniquement de la légitime défense. La défense diffuse des vidéos montrant Andrine faisant le tour de la maison avec son mari sur le dos. André décrit sa femme comme forte et puissante. Il affirme qu'elle pouvait soulever plus de 130 kilos et que, quand elle l'a attaqué, il a eu peur. Pour la défense, ce n'est pas une affaire de meurtre. Je cite, « Il s'agit d'une affaire sur le degré et le niveau de responsabilité, avec preuve d'accident. Un combat mutuel et tout cela s'est passé en un clin d'œil. » Puis vinrent les plaidoiries finales. Les deux versions s'opposent. D'un côté, l'accusation affirme qu'André a délibérément tué Andrine. De l'autre, l'accusation rétorque que c'était de la légitime défense et que sa mort n'était pas voulue.
Après près de 11 heures de délibération, le jury est dans l'impasse, incapable de décider si André McDonald était coupable de meurtre, d'homicide involontaire ou non coupable, car légitime défense. Après quelques heures supplémentaires, le verdict est finalement rendu. And Mr. McDonald, please stand with your counsel. To the count of murder charged in the indictment, the jury finds the defendant not guilty of the offense of murder, as charged in the indictment, and guilty of the offense of manslaughter. Bien entendu, c'est une accusation moins grave, donc la peine encourue est moins élevée. Tout le monde du côté d'Andrine est déçu. Mais l'accusation essaye de trouver le bon côté des choses. Je cite, « Le jury a rejeté son argument de légitime défense et l'a tenu responsable d'au moins quelque chose. » Un geste respectueux est finalement venu apaiser la peine de la famille d'Andrine. Le shérif a demandé à son adjoint de retirer les menottes d'André avant qu'il ne le remette en cellule. Il a ensuite offert ses menottes au père d'Andrine, touché par son geste. Le meurtrier de sa fille est derrière les barreaux. Pour la mère d'Andrine, cette tragédie n'a aucun sens. Sa fille et la belle vie qu'elle avait créée ont disparu. Andrine McDonald, arrivée en Amérique, est devenue une entrepreneure à succès et a trouvé son but en servant les autres. Malheureusement, l'entreprise Starlight Homes, qu'elle avait mis tant d'âme à construire, est désormais fermée. Dans une audience ultérieure, André McDonald est condamné à 20 ans de prison. Il fait appel de sa condamnation. Le 8 mars 2024, un jury civil de San Antonio accorde 110 millions de dollars de dommages-intérêts compensatoires et 100 millions de dollars de dommages-intérêts punitifs à la mère et à la jeune fille d'Andrine McDonald. Les avocats de la famille expliquent, je cite, « Les plaignants ont subi une angoisse mentale, une perte pécuniaire et une perte pour la société depuis l'incident en question jusqu'à aujourd'hui et continueront, selon toute probabilité, à souffrir d'une telle angoisse mentale à l'avenir. » Durant ce procès, la lettre d'Aleina, maintenant âgée de 13 ans, est lue. Je cite, « Tu as tué ma mère, tu as détruit ma vie et tu m'as brisé le cœur. Tu m'as fait tellement de mal, et tu paieras pour tout ce que tu as fait. Tu seras puni pour toujours. » Depuis le drame, Aleina est élevée par sa grand-mère et sa tante maternelle. Elles essayent de se reconstruire. Et c'était l'histoire tragique d'Andrine McDonald. Si cet épisode vous a plu, abonnez-vous!